J'ai posé un lapin à mon fiancé et à ma sœur après qu'elle m'a piégé pour que je me fasse agresser, puis qu'elle m'a fait accuser de toute l'affaire. J'avais 21 ans quand mon fiancé m'a demandé en mariage. Justin était tout pour moi. Gentil, compréhensif, proche de ma famille. Lorsque ma mère a critiqué ma prise de poids, disant qu'il me quitterait, il l'a réprimandée. Je l'aime pour ce qu'elle est. Ma sœur, Nikki, était différente. Froide, distante, elle ne s'ouvrait qu'à Justin. Elle l'appelait son frère et lui attribuait le mérite de l'avoir aidé à surmonter sa dépendance aux drogues. Je l'aimais parce que c'était ma famille, mais nous n'étions pas proches. 6 mois après nos fiançailles, Nikki m'a surprise. Allons prendre un verre. Je me sens mal d'être si distante. La soirée a bien commencé. Boisson, danse, je m'amusais vraiment avec ma sœur. Puis elle a repéré un type à l'autre bout de la salle. Je veux grimper sur lui comme sur un arbre. Elle s'est approchée de lui et revenue quelques minutes plus tard avec une mine renfrognée. Que s'est-il passé? Il ne voulait pas mon numéro. Il voulait le tien. Oublie ça. Plein de gars tueraient pour être avec toi. Elle a dit qu'elle devait aller aux toilettes. Puis nous partirions. 1 heure a passé. J'ai continué à siroter des cocktails, attendant. J'ai commencé à me sentir étourdie, désorientée. J'ai pensé que Nikki était partie, alors j'allais prendre un taxi pour rentrer. Dehors, je suis tombée sur James, un ami de Nikki. Ils étaient sortis ensemble brièvement. Besoin d'aide pour aller à ta voiture? Je prends un taxi. Moi aussi. Partageons. Dans le taxi, j'ai essayé de chercher mon téléphone, mais je suis devenue plus étourdie. Puis, le noir. Je me suis réveillée sur un canapé dur, la tête lancinante. C'était chez James. Mon téléphone était mort sur la table. Tu t'es évanouie, dit-il. Je ne connaissais pas ton adresse, alors je t'ai ramenée ici. Tu as dormi sur le canapé. Je dois partir. Justine doit s'inquiéter. Quand je suis rentrée à la maison, ils étaient tous là. Mes parents, Nikki, Justine, ses parents, tous debout dans le salon. Comment as-tu pu faire ça? A crié Justine. Comment as-tu pu me tromper? Quoi? Mon téléphone est mort. Nikki a interrompu. Tu mens, après tout ce qu'il a fait pour toi. Elle a montré des photos sur son téléphone. Moi sortant avec James, sa main dans mon dos. J'étais tellement ivre que je n'avais rien remarqué. Appelle James, il confirmera que rien ne s'est passé. Elle a appelé. Au haut-parleur, James a dit « Elle m'a supplié de la ramener chez moi. On a couché ensemble plusieurs fois. » J'étais furieuse. Nikki a monté ça. Il ment. Justine a secoué la tête et est partie. Sa mère pleurait. Ma mère m'a giflé. Pars. Je suis allée chez une amie. J'ai appelé Justin à plusieurs reprises. Rien. Ma mère m'a envoyé un SMS disant qu'ils me jetèrent dehors. Elle m'a traité de noms horribles. Elle a jeté toutes mes affaires sur la pelouse. Je me suis retrouvée sans abri. Aucun membre de ma famille ne m'a accueillie. Ils ont tous pris le parti de Justin. À Noël, je suis allée me réconcilier. J'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. Mon amie a appelé. Elle avait vu des photos sur Facebook. Toute ma famille fêtait dans un autre état. Tous là, y compris Justin et ses parents. Tous souriants. J'ai pleuré pendant des jours, puis je les ai tous bloqués. J'ai renvoyé ma bague de fiançailles. Une amie connaissait quelqu'un à quelques heures de route avec un travail dans un restaurant et un appartement bon marché au-dessus. J'ai déménagé, j'ai recommencé à zéro. Des journées de 10 heures, un petit appartement, mais j'ai économisé de l'argent. J'ai finalement été promue sous-directrice, j'ai emménagé dans un joli condo. Le retour et la confession. 2 ans ont passé, sans contact avec ma famille, puis on a frappé à ma porte. Justin. Tous ces sentiments sont revenus. J'ai eu envie de sauter dans ses bras, puis je me suis souvenue de la douleur. Laisse-moi t'expliquer, dit-il. Nikki s'est mariée. À son mariage, elle a avoué qu'elle avait menti sur tout. Elle est tombée amoureuse et a réalisé ce qu'elle nous avait fait. Comment m'as-tu trouvé? Ton ami me l'a dit. Ta famille essaie de te retrouver. J'ai besoin de temps. Il est parti. J'étais bouleversée. 3 jours plus tard, un autre coup. Nikki. S'il te plaît, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Je suis tellement désolée, sanglota-t-elle. J'étais jalouse. Justin parlait toujours de toi, à quel point tu étais parfaite. Je voulais qu'il te voie différemment. Tu as détruit ma vie parce que tu étais jalouse. Il y a plus. Cette nuit-là, James n'a pas seulement menti pour moi. Il a fait des choses pendant que tu étais inconsciente. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je voulais juste que Justine pense que tu l'avais trompé. Mais James, il est allé plus loin. Mon sang s'est glacé. Tu dis qu'il... J'ai l'enregistrement. Il s'en est vanté auprès de ses amis. Il s'est filmé avec toi, inconsciente. Elle m'a tendu une clé USB. Je ne pouvais pas le laisser la garder. Tu le savais. Pendant 2 ans, tu as su qu'il m'avait agressée. J'avais peur. Si je disais la vérité, je devrais admettre que je t'ai droguée.
Tu m'as droguée? Juste pour que tu sois soumise pour les photos. Je ne pensais pas que James... Je l'ai giflé. Dehors. Il y a une chose de plus. La raison pour laquelle j'ai finalement avoué. Je suis malade. En phase terminale. 3 mois. Peut-être moins. Je ne pouvais pas mourir sans arranger ça. Je l'ai fixé. Tu veux le pardon parce que tu es en train de mourir? Non. Je veux la justice. James a fait ça à d'autres filles. J'ai des preuves. Nom, date, enregistrement. Mais j'ai besoin que tu te présentes en premier. Tu veux que je revive un traumatisme que tu as causé pour te décharger la conscience avant de mourir? Il se marie le mois prochain avec une fille de 19 ans. Sa fiancée s'appelle Juliane. C'est la petite sœur de mon mari. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Il y a autre chose à propos de Justin que tu devrais savoir. Il a su en 1 semaine que tu disais la vérité. Le colocataire de James lui a dit que rien ne s'était passé. Tu étais sur le canapé toute la nuit. Justin a choisi de croire le mensonge quand même. Il a dit que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait tort. Mes jambes ont flanché. Il savait. Ta mère savait aussi. Tout le monde savait. Le colocataire l'a dit à tout le monde lors d'un dîner de famille. Ils ont décidé de maintenir le mensonge plutôt que de s'excuser. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que James a gardé des vidéos de toutes ses victimes. Et la semaine dernière, il en a mis une en ligne de toi. Ton visage est flouté. Mais Justine a reconnu la robe. Il n'est pas là pour s'excuser. Il est là parce qu'il a peur que tu le découvres et que tu les poursuives tous. Elle a laissé la clé USB sur ma table. Le mariage est dans 3 semaines. Le choix. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant la clé USB que Nikki avait laissée. Ma main s'approchait et se retirait, comme si le boîtier en plastique pouvait me brûler la peau. L'objet était assez petit pour tenir dans la paume de ma main, mais il me semblait plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu. James s'était filmé en train de m'agresser pendant que j'étais inconsciente. L'idée me retournait l'estomac encore et encore jusqu'à ce que je doive courir aux toilettes et avoir des hauts le cœur sec au-dessus de la cuvette. Je n'arrêtais pas de penser à Juliane, 19 ans, sur le point d'épouser un monstre qui collectionnait des vidéos de femmes qu'il avait droguées et violées. Chaque fois que j'envisageais de jeter la clé ou de faire comme si Nikki n'était jamais apparue à ma porte, je voyais son visage dans mon esprit, jeune et confiant, et complètement inconscient de qui était vraiment James. Les heures ont passé pendant que j'étais assise, paralysée. Le soleil s'est couché devant ma fenêtre. Mon téléphone indiquait 23h47 quand je l'ai finalement attrapé et appelé Violette. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle vienne tout de suite. Que quelque chose de terrible s'était passé. Elle n'a posé aucune question, a juste dit qu'elle serait là dans 20 minutes et qu'elle amènerait sa mère, Nadine. Elles sont arrivées ensemble à 00h15. Violette était toujours en bas de pyjama et Nadine portait un thermos de thé. J'ai commencé à pleurer dès qu'elles ont franchi ma porte, des sanglots laids qui faisaient trembler tout mon corps. Nadine m'a guidée vers le canapé tandis que Violette s'asseyait de l'autre côté, et je leur ai tout raconté sur l'apparition de Justin. Puis la confession de Nikki concernant le fait de m'avoir droguée et l'agression de James pendant que j'étais inconsciente, sur la clé USB pleine de preuves et d'autres victimes. Sur Justine sachant la vérité en 1 semaine et choisissant le mensonge quand même, parce que c'était plus facile que d'admettre qu'il avait tort. Nadine m'a tenu la main pendant que je parlais, sa prise ferme et chaude. Violette n'arrêtait pas de me passer des mouchoirs et ne disait rien d'autre que de poser des questions de clarification quand je devenais trop nerveuse pour être cohérente. Quand j'ai eu fini, nous sommes restées silencieuses pendant un long moment. Finalement, Nadine a parlé et a dit que je devais aller à la police avec la clé USB, que James ne pouvait pas être autorisé à blesser qui que ce soit d'autre. Violette était d'accord. Mais a dit que je devais d'abord prendre quelques jours pour tout traiter, que je n'avais pas à me presser. Je leur ai parlé de Juliane et du mariage dans 3 semaines. Le visage de Nadine s'est fait sérieux, et elle a dit que nous ne pouvions définitivement pas attendre alors. Nous sommes restés éveillés jusqu'à près de 4 heures du matin, toutes les 3 buvant du thé et discutant de ce que je devais faire ensuite. Violette m'a fait promettre d'appeler pour dire que j'étais malade le lendemain, afin que je puisse me reposer. Nadine a dit qu'elle couvrirait personnellement mes quarts, et que je ne devais m'inquiéter de rien d'autre que de prendre soin de moi. Elles m'ont toutes les 2 serrées dans leurs bras avant de partir, et j'ai verrouillé la porte derrière elles, me sentant un peu moins seule que quelques heures auparavant. Aller à la police. Le lendemain matin est arrivé beaucoup trop vite. J'avais à peine dormi, je suis juste restée au lit, fixant mon plafond et pensant à tout ce que Nikki m'avait dit. Mon réveil a sonné à 6h30 pour mon quart habituel. Je me suis levée, douchée et enfilé mes vêtements de travail par pure habitude. Mon corps bougeait en pilote automatique, tandis que mon cerveau restait bloqué sur la clé USB posée sur ma table de cuisine. J'ai conduit jusqu'au restaurant et suis entrée par l'entrée arrière comme tous les matins. La cuisine était déjà chaude à cause de la préparation du petit déjeuner, et l'odeur familière du café et du bacon me faisait habituellement me sentir terre à terre. Aujourd'hui, elle me donnait juste la nausée. J'ai attaché mon tablier et j'ai commencé à travailler sur la plaque de cuisson,
retournant des crêpes et faisant frire des œufs alors que l'heure de pointe du matin commençait. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber une assiette. Puis, je n'ai pas fait attention et j'ai attrapé le manche d'une poêle sans torchon, me brûlant la paume avec le métal chaud. J'ai reculé brusquement et j'ai renversé un récipient de pâte qui s'est répandu sur le sol. Nadine est apparue à côté de moi en quelques secondes. Elle m'a pris la spatule des mains et a dit à Hope de prendre le relais sur la plaque. Puis elle m'a guidée vers son bureau à l'arrière et a fermé la porte. J'ai commencé à m'excuser, mais elle m'a coupé et m'a dit que je prendrais le reste de la semaine de congé avec salaire complet et qu'elle ne voulait entendre aucune discussion à ce sujet. J'ai essayé de protester en disant que je ne pouvais pas simplement abandonner mes quarts pendant une semaine chargée. Elle m'a regardée avec ses yeux bruns fermes et a dit que ma santé mentale était plus importante que n'importe quelle heure de pointe du petit déjeuner et que si je ne rentrais pas chez moi tout de suite, elle me conduirait physiquement jusqu'à ma voiture. Je suis sortie par la porte arrière et je me suis assise dans ma voiture sur le parking pendant 10 minutes, pleurant à nouveau parce que je ne pouvais pas croire à quel point j'étais chanceuse d'avoir des gens comme Nadine et Violette dans ma vie. L'après-midi du mercredi est arrivé après 2 jours où j'avais tourné en rond dans mon appartement, incapable de penser à autre chose qu'à la clé USB. Je l'ai prise et l'ai reposée des dizaines de fois. Je m'asseyais devant mon ordinateur portable et déplaçais la souris vers le port USB. Puis je reculais et fermais l'ordinateur. L'idée de me voir dans cette vidéo me donnait la chair de poule, mais ne pas savoir exactement ce que James avait fait me semblait presque pire. Finalement, vers 15h, je n'ai plus pu supporter cela. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable avant de pouvoir changer d'avis à nouveau. La structure des dossiers est apparue sur mon écran, propre et organisée, comme si James conservait une sorte de collection malsaine. Il y avait 12 dossiers au total, chacun étiqueté avec le prénom d'une fille et une date. Mes mains tremblèrent si fort que je pouvais à peine contrôler la souris en faisant défiler la liste. Sarah 2019, Michel 2020, Amanda 2021. Les dates remontaient à 5 ans selon un schéma clair. J'ai trouvé mon propre nom vers le bas. La date de cette nuit d'il y a 2 ans où Nikki m'avait droguée et James m'avait ramené à son appartement. J'ai cliqué sur mon dossier et un fichier vidéo est apparu. Mon curseur a plané dessus pendant ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que quelques secondes. Puis j'ai fermé le dossier sans le lire. Je ne pouvais pas le regarder. Juste savoir qu'il existait était déjà assez mauvais. Mais je me suis forcée à regarder juste assez la miniature pour confirmer que Nikki disait la vérité. L'image me montrait inconsciente sur un canapé, et c'est tout ce dont j'ai eu besoin avant de fermer la fenêtre et de courir aux toilettes pour vomir. Je suis retournée à mon ordinateur portable après m'être lavé le visage et brossé les dents. Cette fois, j'ai ouvert les autres dossiers un par un, sans regarder les vidéos, mais en vérifiant les noms et les dates des fichiers. 11 autres filles. 11 autres femmes que James avait droguées, agressées et enregistrées comme si nous étions une sorte de collection de trophées. Certains dossiers avaient plusieurs fichiers, ce qui signifie qu'il avait fait cela à la même fille plus d'une fois. Je me suis éloignée de mon ordinateur, me sentant froide de partout malgré l'appartement chaud. James faisait cela depuis au moins 5 ans, probablement plus longtemps. Combien d'autres victimes y avait-il que Nikki ne connaissait pas? Combien de filles s'étaient réveillées confuses et violées, ne sachant pas ce qui leur était réellement arrivé? J'ai repensé à Julianne, jeune et excitée par son mariage, complètement inconsciente qu'elle était sur le point d'épouser un prédateur en série. La clé USB est soudainement devenue l'objet le plus important que j'ai jamais tenu. Ce n'était plus seulement une question de moi. Il s'agissait de chaque fille que James avait blessée, et de chaque fille qu'il pourrait blesser à l'avenir si quelqu'un ne l'arrêtait pas. La station de police. Le jeudi matin, je me suis réveillée tôt, et je me suis habillée avec de vrais vêtements au lieu de pyjama pour la première fois en 3 jours. J'ai mis la clé USB dans mon sac, et j'ai conduit jusqu'au poste de police avant de pouvoir me convaincre de ne pas le faire. Le bâtiment était en vieille brique avec un parking devant, et je suis restée assise dans ma voiture pendant 5 minutes, rassemblant le courage d'entrer. Finalement, je me suis forcée à sortir, et j'ai traversé les portes d'entrée jusqu'à un hall avec des lumières fluorescentes et des chaises en plastique. Un officier d'apparence ennuyé était assis derrière un bureau près de l'entrée. Je me suis approchée de lui et j'ai dit que j'avais besoin de parler à quelqu'un au sujet d'une agression sexuelle. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur et a demandé quand l'agression avait eu lieu. J'ai dit qu'il y a 2 ans. Il a soupiré et a commencé à me tendre un formulaire à remplir, pensant clairement que ce serait une autre affaire froide qui n'aboutirait à rien. Puis j'ai ajouté que j'avais des preuves vidéo de multiples agressions par la même personne. Toute son attitude a changé instantanément. Il a pris son téléphone et a passé un appel rapide. Puis m'a dit d'attendre pendant que quelqu'un venait me chercher. 5 minutes plus tard, un homme en costume est apparu et s'est présenté comme le détective Philip Townsend. Il avait probablement la 50aine, avec des cheveux gris et des yeux gentils qui m'ont fait sentir un peu moins comme si j'allais vomir. Il m'a conduite à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à un petit bureau avec un bureau et 2 chaises. Philippe m'a fait signe de m'asseoir et a fermé la porte derrière nous. Il ne m'a pas pressé ni n'a semblé impatient pendant que j'essayais de trouver comment commencer à tout expliquer. Au lieu de cela,
Il a simplement attendu en silence jusqu'à ce que je sois prête à parler. J'ai commencé depuis le début, lui racontant cette nuit d'il y a 2 ans où ma sœur m'a droguée et James m'a agressée pendant que j'étais inconsciente. J'ai expliqué la fausse accusation d'infidélité et comment toute ma famille m'avait abandonnée sur la base de mensonges. Je lui ai parlé de Nikki apparaissant à mon appartement avec sa confession sur son lit de mort et la clé USB pleine de preuves. Philippe a pris des notes tout le temps sans m'interrompre une seule fois, hochant seulement la tête de temps en temps pour montrer qu'il écoutait. Quand j'ai fini de parler, j'ai sorti la clé USB de mon sac et l'ai posée sur son bureau. Il l'a ramassée avec soin, la tenant comme si elle était faite d'or ou de quelque chose d'aussi précieux. Il a dit que c'était une preuve extrêmement importante et a demandé si j'étais d'accord pour qu'il regarde le contenu. J'ai hoché la tête et il l'a branchée sur son ordinateur, passant plusieurs minutes à cliquer sur les dossiers pendant que j'étais assise là à essayer de ne pas penser à ce qu'il regardait. Philippe a finalement levé les yeux de son écran et son expression était sérieuse. Il a expliqué que parce que j'étais inconsciente pendant l'agression et que j'avais été droguée à mon insu, cela constituait une affaire de crime grave. Le fait que James l'ait enregistré rendait les choses encore pires légalement. Il a dit que les autres vidéos sur la clé USB pourraient aider à établir un schéma de comportement qui renforcerait considérablement l'affaire. Mais identifier et contacter toutes les autres victimes prendrait du temps, probablement des semaines, voire des mois. Il m'a demandé si je connaissais les noms complets des autres filles ou si j'avais un moyen de les contacter. J'ai secoué la tête et j'ai dit que les dossiers n'avaient que des noms et des dates. Philippe a hoché la tête et a dit qu'il commencerait par essayer de faire correspondre les dates avec des rapports de personnes disparues ou des rapports d'agression de ces périodes de temps. Il a posé des questions détaillées sur James, obtenant son nom complet et sa dernière adresse connue et toute autre information que je pouvais fournir. Je lui ai parlé du mariage imminent avec Julianne dans moins de 3 semaines. La mâchoire de Philippe s'est crispée et il a dit qu'il ferait tout leur possible pour monter un dossier avant que cela n'arrive. Il a pris mes coordonnées et a dit que quelqu'un du bureau du procureur me contacterait bientôt. Puis il m'a raccompagnée jusqu'au hall et m'a serré la main, me remerciant de m'être présentée. Il a dit que ce que je faisais exigeait un véritable courage et pourrait empêcher James de blesser quelqu'un d'autre. Le soutien. Je suis sortie du poste de police me sentant étrange et vide. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant 2 ans et que je l'avais soudainement lâché. Mes jambes étaient tremblantes et ma tête tournait, mais d'une manière différente qu'avant. Violette m'attendait sur le parking comme je le lui avais demandé. Elle a regardé mon visage et m'a serré dans ses bras sans rien dire. Nous sommes montés dans sa voiture et elle m'a emmenés dans un café quelques pâtés de maison plus loin. Elle nous a commandé des boissons à toutes les deux et nous nous sommes assises à une table de coin pendant plus d'1 heure pendant que je fixais mon café au lait et essayais de digérer ce que je venais de faire. Violette ne m'a pas forcée à parler ni n'a essayé de me dire que tout irait bien. Elle s'est juste assise en face de moi et m'a permis d'être silencieuse, se penchant occasionnellement pour me serrer la main. Finalement, je l'ai regardée et j'ai dit que je ne pouvais pas croire que je l'avais vraiment fait. Que j'étais allée dans un poste de police et que j'avais signalé ce que James m'avait fait. Elle a souri et a dit qu'elle était fière de moi, qu'il fallait une véritable force pour affronter quelque chose d'aussi traumatisant. J'ai recommencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais quelque chose de plus compliqué pour lequel je n'avais pas de mots. Violette m'a passé des serviettes et a attendu que je me reprenne. Finalement, nous sommes sortis du café et elle m'a ramenée chez moi, me faisant promettre de l'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Ce soir-là, j'étais en train de préparer le dîner quand on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Justin se tenir dans le couloir. Mon premier instinct a été de faire semblant de ne pas être là, mais ensuite, la colère m'a submergée. Chaude et vive. J'ai ouvert la porte d'un coup et je me suis tenue là, le fixant. Il avait l'air mal à l'aise et a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé et lui ai dit d'entrer parce que nous allions parler de la raison pour laquelle il avait continué à mentir alors qu'il connaissait la vérité. Il m'a suivi dans mon appartement et j'ai fermé la porte derrière lui. Cette fois, je n'étais ni triste, ni confuse, ni n'espérais une réconciliation. J'étais furieuse et je voulais des réponses, et je n'allais pas le laisser partir tant qu'il ne s'était pas expliqué. Justin a fait les 100 pas dans mon petit salon et s'est arrêté près de la fenêtre. Il s'est retourné pour me regarder, les mains dans les poches. Sa voix est sortie dans un murmure quand il a finalement commencé à parler. Wallace, le colocataire de James, lui avait dit la vérité sur cette nuit-là. Moins d'1 semaine après que tout se soit passé. Le colocataire de James était à un dîner de famille et a pris Justin à part. Il a expliqué que j'avais été évanouie sur le canapé toute la nuit et que James était resté dans sa propre chambre. Wallace a dit qu'il se sentait mal d'avoir menti lors de cet appel téléphonique, mais James l'avait menacé. Justine était restée dans mon appartement, regardant le sol pendant qu'il admettait tout cela. Il a dit qu'à ce moment-là, il m'avait déjà crié dessus devant nos 2 familles. Ses parents avaient pleuré. Ma mère m'avait jeté dehors. Tout le monde avait pris parti et clarifié ses positions.
Il s'est senti piégé par ses propres actions et a pensé qu'il serait plus facile de continuer le mensonge que d'admettre qu'il avait été cruel et qu'il avait eu tort. Les mots sont sortis de lui comme s'il confessait quelque chose de petit, au lieu d'avoir détruit toute ma vie. J'ai senti mes mains commencer à trembler. Je lui ai demandé directement s'il était là parce qu'il se sentait vraiment mal, ou parce qu'il avait peur des problèmes juridiques, maintenant que la vidéo était en ligne. Son visage a complètement changé quand j'ai dit cela. La fausse tristesse a disparu, et j'ai pu voir le calcul derrière ses yeux. Il a commencé à dire quelque chose sur la façon dont il s'était toujours soucié de moi, mais je l'ai interrompu. Je lui ai dit de sortir de mon appartement. Ma voix est sortie calme et ferme d'une manière qui nous a surpris tous les deux. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Il est parti sans dire un mot de plus et j'ai verrouillé la porte derrière lui. Je suis restée là pendant un long moment, juste à respirer et à ne rien sentir du tout. Le processus Philippe m'a appelé le lendemain matin, alors que je me préparais pour le travail. Sa voix sonnait fatiguée mais déterminée. Ils avaient parcouru tous les fichiers de la clé USB et avaient identifié 3 autres victimes jusqu'à présent. Il travaillait toujours à trouver les coordonnées pour le reste. Il m'a demandé si je serais prête à parler à une avocate des victimes qui pourrait m'aider à comprendre le processus juridique et à me mettre en contact avec d'autres survivantes. J'ai dit oui avant de pouvoir trop y penser. Il m'a donné un nom et un numéro pour quelqu'un au centre de crise local, Anna Kirk. Il a dit qu'elle était bonne dans son travail et qu'elle ne me pousserait pas à faire quoi que ce soit pour lequel je n'étais pas prête. J'ai écrit l'information sur une serviette et je l'ai fixée pendant le reste de la matinée. J'ai rencontré Anna au centre de crise le lundi après-midi. Le bâtiment était petit et peint d'un bleu doux censé être apaisant. Elle m'a accueillie dans le hall et m'a conduite dans un bureau tranquille avec des chaises confortables. Anna avait peut-être la quarantaine, avec des cheveux noirs courts et des lunettes. Elle ne m'a pas regardée avec pitié et n'a pas essayé de me dire que tout irait bien. Au lieu de cela, elle a juste demandé ce que j'avais besoin de savoir. Je lui ai dit que je ne savais pas à quoi m'attendre de tout cela. Elle a expliqué comment l'enquête se déroulerait probablement. Entretien avec la police et collecte de preuves, éventuelle comparution devant le tribunal si les accusations étaient reportées. Elle a parlé de la façon de gérer les pensées qui allaient probablement surgir concernant l'agression, des choses auxquelles je ne m'étais peut-être pas permis de penser auparavant. Elle m'a donné des papiers avec des informations sur la thérapie pour les traumatismes et les groupes de soutien. Sa voix est restée égale et professionnelle tout le temps, mais pas froide, juste honnête sur ce qui s'annonçait. Presque à la fin de notre rencontre, j'ai mentionné Juliane. L'expression d'Anna a légèrement changé lorsque j'ai mentionné le calendrier du mariage. Elle a expliqué qu'avertir quelqu'un directement dans une affaire comme celle-ci pourrait être compliqué. Cela pourrait interférer avec l'enquête si James prenait peur et détruisait des preuves ou intimidait d'autres victimes. Mais elle a également dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais si inquiète pour cette fille qui l'épousait dans moins de 3 semaines. Elle a suggéré que nous pourrions en parler au bureau du procureur pour déterminer la meilleure façon de gérer cela. Peut-être y avait-il une approche qui protégerait Juliane sans gâcher l'affaire. Je suis sortie du centre de crise me sentant à la fois mieux et pire que lorsque j'étais arrivée. Les jours suivants ont été étranges et décousus. Je suis allée au travail et j'ai fait mon travail, mais mon cerveau n'arrêtait pas d'être obsédé par Juliane. 2 semaines et demie avant qu'elle n'épouse James. 2 semaines et demie avant sa nuit de noces. Je n'arrêtais pas de l'imaginer droguée et inconsciente pendant qu'il se filmait. Violette et Hope ont remarqué que j'étais distraite. Elles sont venues le mardi soir avec de la glace et m'ont forcée à regarder des films avec elles. Hope a choisi une comédie censée être drôle. Mais je ne pouvais pas me concentrer dessus. Violette n'arrêtait pas de me serrer la main pendant les parties sérieuses, comme si elle essayait de m'ancrer dans le présent. J'ai apprécié leur tentative, mais rien ne pouvait empêcher mon cerveau de compter les jours. Philippe a rappelé le mercredi alors que j'étais au restaurant. Je suis sortie pour prendre l'appel. Il a dit qu'ils avaient réussi à contacter 7 victimes au total à partir des vidéos. 4 d'entre elles étaient prêtes à se présenter avec des déclarations formelles. Sa voix est devenue plus intense lorsqu'il a parlé d'essayer d'arrêter James avant le mariage. Il exerçait une forte pression pour rassembler suffisamment de preuves rapidement. Mais le procureur voulait que tout soit parfait pour s'assurer qu'il puisse obtenir une condamnation. Chaque preuve correctement documentée, chaque déclaration de témoin détaillée et cohérente. J'ai compris pourquoi cela était important, mais cela donnait l'impression de regarder un compte à rebours tandis que tout le monde bougeait au ralenti. Le même après-midi, mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de ma mère. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis que je l'avais bloquée il y a 2 ans, mais elle avait apparemment obtenu un nouveau numéro. Les messages disaient qu'elle avait entendu dire que je portais des accusations. Elle a exigé que j'arrête d'essayer de ruiner la réputation de Justin. Ses mots étaient colériques et défensifs, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je les ai lus une fois puis j'ai bloqué le nouveau numéro sans répondre. Je me suis sentie fatiguée plus que tout. Un mépris épuisé pour la femme qui m'avait giflé et jeté mes affaires sur la pelouse. Elle ne comprenait toujours pas et ne le ferait probablement jamais. Absolument. Voici la traduction de la suite de l'histoire en français. Traduction de l'histoire, suite.
Avertissement. Anna m'a appelé le lendemain et m'a demandé si je voulais rencontrer une autre survivante. Amy Hopkins avait été agressée par James 3 ans auparavant alors qu'il fréquentait une autre université. Elle était prête à me parler si je voulais me connecter avec quelqu'un qui comprenait. J'ai accepté immédiatement. Nous nous sommes rencontrés dans un café le vendredi après-midi. Amy était plus jeune que moi, avec des cheveux roux attachés en queue de cheval. Nous nous sommes assises dans une banquette d'angle et avons parlé pendant 2 heures. Elle a décrit s'être réveillée confuse et endolorie sans aucun souvenir de la nuit précédente. Apprendre plus tard par des amis que James l'avait ramenée chez elle. La façon dont il avait agi normal et amical la fois suivante où elle l'a vu. Elle l'avait signalé à la police du campus, mais rien ne s'était passé, car elle ne pouvait rien prouver. Parler avec elle était différent de parler avec n'importe qui d'autre. Je n'avais pas besoin de lui expliquer l'horreur spécifique d'être violée pendant qu'on était inconsciente. Elle le savait déjà. À la fin de notre rencontre au café, Amy et moi avons pris une décision. Nous ne pouvions pas simplement attendre que le système judiciaire fasse quelque chose avant le mariage. Juliane devait savoir qui elle était sur le point d'épouser. Amy a sorti son téléphone et nous avons cherché Juliane sur les réseaux sociaux. Nous l'avons trouvée assez facilement via le profil du mari de Nikki. Il y avait des photos d'elle et de James, l'air heureux, des photos de la planification du mariage. Son compte était public, nous pouvions donc tout voir. Amy et moi avons travaillé ensemble pour rédiger un message. Nous l'avons gardé simple et factuel. Nous avons expliqué que James avait des antécédents d'agression de femmes pendant qu'elles étaient inconscientes. Nous avons dit que nous avions des preuves et que nous travaillions avec la police. Nous lui avons dit qu'elle méritait de connaître la vérité avant de prendre cette décision. Nous l'avons envoyée à partir de nos 2 comptes pour qu'elle voie que ce n'était pas seulement une seule personne. Puis nous avons attendu pour voir si elle nous croirait ou si James l'avait déjà convaincue que les femmes comme nous n'étaient que des menteuses jalouses, essayant de ruiner son bonheur. Mon téléphone a vibré moins d'1 heure après l'envoi du message. Juliane avait répondu. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes et j'ai lu ces mots 2 fois avant que le sens ne s'installe. Elle nous a traités de menteuses jalouses qui essayèrent de ruiner son bonheur. Elle a dit que James l'avait averti des ex-petites amies folles qui pourraient essayer de saboter leur mariage. Elle nous bloquait toutes les 2 immédiatement et que nous devrions avoir honte de nous. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Amy a attrapé mon téléphone et a lu le message elle-même, puis l'a jeté sur le canapé entre nous. Aucune de nous n'a parlé pendant longtemps. J'avais envie de crier ou de pleurer ou de jeter quelque chose, mais je me sentais surtout vide. Nous avions essayé de l'avertir et elle avait refusé d'écouter, et maintenant elle allait épouser un prédateur dans moins de 3 semaines. Amy a finalement rompu le silence en suggérant d'appeler Anna, et j'ai acquiescé parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Anna a répondu à la 2e sonnerie et a écouté pendant que je lui expliquais ce qui s'était passé. Sa voix est restée calme et ferme, alors qu'elle me rappelait que les victimes d'abus défendent souvent leurs agresseurs initialement. Elle a dit que nous avions planté une graine de doute dans l'esprit de Juliane, même si elle ne voulait pas l'admettre tout de suite. L'information était là, et elle ne pouvait pas la désapprendre complètement. Amy a pris la parole et a suggéré de contacter les parents de Juliane à la place. Leur envoyer les informations avec des liens vers des articles de presse sur des cas similaires. Anna a trouvé que c'était une bonne idée et s'est proposée de nous aider à tout compiler dans un document clair que les parents prendraient au sérieux. Nous avons passé l'heure suivante à assembler un dossier avec des déclarations de victimes, des articles de presse sur des cas d'agression universitaire et une chronologie du mode opératoire de James. Anna nous a aidés à rédiger une lettre expliquant la situation sans avoir l'air hystérique ou vengeresse. Nous avons trouvé les parents de Juliane sur les réseaux sociaux via son profil et leur avons tout envoyé avec un objet disant « Information urgente concernant le fiancé de votre fille ». Puis nous avons attendu à nouveau. La dernière chance. 2 jours se sont écoulés sans réponse des parents de Juliane. J'ai fait des doubles quarts au restaurant pour essayer de garder mon esprit occupé, mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais. Le jeudi après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Une voix d'homme a demandé si je parlais à la bonne personne, puis s'est présenté comme Hank, le mari de Nikki. Le mari de ma sœur, que je n'avais jamais rencontré, m'appelait de nulle part. Il a dit que Nikki lui avait tout raconté avant d'entrer en soins palliatifs. Sa voix s'est brisée en décrivant le fait d'apprendre ce que sa femme m'avait fait, comment elle m'avait drogué et monté tout le scénario de la fausse infidélité. Il n'arrêtait pas de s'excuser, même si rien de tout cela n'était sa faute. Puis il m'a dit pourquoi il appelait vraiment. Juliane était sa petite sœur. Il voulait aider à la protéger de James, mais il avait besoin de preuves qu'il pouvait montrer à leurs parents. Ce sont des gens traditionnels qui pourraient ne pas le croire sans preuves solides. Je lui ai dit que je pouvais le rencontrer et lui montrer ce que nous avions. Il a suggéré un café à mi-chemin entre nous et nous nous sommes mis d'accord pour le vendredi matin. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes. Nikki avait finalement dit la vérité à son mari et maintenant sa confession pourrait réellement sauver quelqu'un. Le café était bondé quand je suis arrivée le vendredi.
J'ai repéré Hank immédiatement parce qu'il avait l'air nerveux et n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Il s'est levé quand je me suis approchée et m'a serré la main formellement. Puis nous nous sommes assis tous les deux avec nos boissons. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le dossier qu'Anna nous avait aidé à créer. Le visage de Hank est devenu pâle alors qu'il faisait défiler les déclarations des victimes et les articles de presse. Il s'est arrêté sur une photo montrant James à une fête avec son bras autour d'une fille qui semblait à peine consciente. La confrontation et l'arrestation. Ses mains tremblaient lorsqu'il a fermé l'ordinateur portable et me l'a rendu. Il a dit que ses parents étaient traditionnels et qu'il pourrait ne pas le croire au début, mais qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour arrêter ce mariage. Sa petite sœur n'avait que 19 ans et toute la vie devant elle. Je lui ai parlé des vidéos sur la clé USB et je l'ai vu pâlir davantage. Il m'a demandé si la police avait les preuves et je lui ai confirmé qu'ils enquêtaient. Il a sorti son téléphone et a dit qu'il allait appeler ses parents tout de suite et que je devais rester au cas où ils voudraient me parler directement. Il a composé le numéro et a mis le téléphone sur haut-parleur. Son père a répondu et Hank s'est lancé dans l'explication des antécédents de James. Je pouvais entendre son père se mettre en colère et sur la défensive, disant qu'ils avaient déjà payé le lieu et que ce n'était que de la peur. La voix de Hank est devenue plus forte et plus ferme alors qu'il expliquait que ce n'était pas de la peur, mais qu'il protégeait Julian d'un prédateur dangereux. Il a dit à son père que j'étais assise là avec des preuves. Son père a exigé de me parler. J'ai tout expliqué au père de Julian pendant que Hank regardait, décrivant l'agression, le fait d'avoir été drogué, le schéma des victimes, l'enquête policière. Il m'a interrompu plusieurs fois avec des questions sur les preuves et les délais. À la fin de l'appel, sa voix était passée de la colère à l'inquiétude. Il a dit qu'il devait en discuter avec sa femme et qu'il rappellerait. Hank et moi sommes restés assis dans le café pendant une autre heure à parler de Nikki. Il m'a dit qu'elle était malade depuis des mois avant de finalement tout confesser. Il a dit qu'elle pleurait toutes les nuits, sachant ce qu'elle m'avait fait et comment elle avait détruit ma vie. Il voulait que je sache qu'elle regrettait sincèrement ses actes, même si cela ne réparait rien. Je l'ai remercié pour l'information, mais j'ai dit que je n'étais pas prête à pardonner à Nikki, juste parce qu'elle se sentait mal à la fin. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait. Son téléphone a sonné, et c'était son père qui rappelait. Ils avaient décidé de retirer immédiatement tout financement du mariage et d'exiger de Julian qu'elle le reporte jusqu'à ce qu'ils puissent enquêter correctement sur ces allégations. Julian était déjà furieuse et les accusait de saboter sa relation, mais au moins le mariage n'aurait pas lieu dans 10 jours comme prévu. Hank m'a remercié de l'avoir rencontré et a promis de me tenir au courant. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec le sentiment que nous avions peut-être empêché quelque chose de terrible de se produire. Ce soir-là, Philip a appelé avec des nouvelles. Ils avaient suffisamment de preuves pour arrêter James pour de multiples chefs d'accusation d'agression sexuelle, d'administration de drogue à des victimes et d'enregistrement illégal. Il a été arrêté aujourd'hui. Le procureur était confiant d'obtenir des condamnations pour au moins certaines charges compte tenu des preuves vidéo et des multiples témoignages des victimes. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je me suis assise sur mon canapé à fixer le vide. James était arrêté. Après 2 ans passés à marcher librement, il faisait enfin face aux conséquences. J'ai appelé Amy et je lui ai annoncé la nouvelle. Elle a fondu en larmes au téléphone et j'ai réalisé que je pleurais aussi. Nous sommes restés au téléphone pendant 1 heure à parler de tout. À quel point cela semblait surréaliste. Comment nous nous étions toutes les deux attendues à ce qu'ils s'en sortent d'une manière ou d'une autre. Anna m'a appelé plus tard ce soir-là pour vérifier comment j'allais. Elle m'a rappelé que la justice n'efface pas le traumatisme et que j'avais le droit de ressentir des émotions compliquées à propos de tout cela. Je lui ai dit que je me sentais soulagée mais aussi vide, comme si je m'étais préparée pour un combat qui s'était soudainement terminé avant que je sois prête. Elle a dit que c'était normal et que nous devrions planifier une séance la semaine prochaine pour tout traiter. Les funérailles et la protection. 3 jours après l'arrestation de James, Hank a rappelé. Nikki était décédée ce matin-là. Il m'a invité aux funérailles et m'a donné les détails concernant l'heure et le lieu. Je l'ai remercié et j'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai passé les 2 jours suivants à essayer de décider si je devais y aller. Une partie de moi voulait une clôture, voulait revoir ma famille une dernière fois, voulait dire au revoir à ma sœur malgré tout. Mais la plus grande partie de moi se souvenait d'avoir été sans abri à cause de ses mensonges. Je me souvenais de Noël où tout le monde avait célébré sans moi. Je me souvenais de 2 ans d'abandon total alors qu'ils connaissaient la vérité. J'ai appelé Hank le matin des funérailles et je lui ai dit que je n'irais pas. Il a dit qu'il comprenait et n'a pas essayé de me convaincre du contraire. Je me suis sentie coupable pendant environ 1 heure, puis j'ai réalisé que je ne devais ni à Nikki ni à personne d'autre mon pardon. Sa confession sur son lit de mort n'effaçait pas ce qu'elle avait fait et ne faisait pas disparaître la douleur. J'ai été travailler à la place et je me suis tenue occupée avec le coup de feu du déjeuner. 1 semaine plus tard, j'étais en train de travailler le quart du matin quand ma mère est apparue. Je l'ai vue à travers la fenêtre avant se diriger vers la porte avec un air déterminé sur le visage. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Nadine est sortie et a physiquement bloqué l'entrée. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais voir le visage de ma mère devenir rouge et en colère. Nadine est restée ferme, les bras croisés,
puis a sorti son téléphone comme si elle allait appeler quelqu'un. Ma mère a regardé vers la fenêtre et m'a vu regarder. Elle a commencé à crier quelque chose, mais Nadine s'est déplacée pour bloquer sa vue et a pointé vers le parking. Ma mère est finalement partie et Nadine est rentrée. Elle m'a trouvée dans la cuisine et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Nadine m'a serré dans ses bras et a dit « C'est ce que fait la vraie famille, ils se protègent mutuellement ». J'ai pleuré dans la cuisine pendant 20 minutes pendant qu'elle me tenait simplement. Hop m'a apporté de l'eau et des mouchoirs sans rien dire. Quand j'ai finalement arrêté de pleurer, Nadine m'a dit que ma mère avait exigé de me parler et faisait une scène. Elle lui avait dit de partir ou elle appellerait la police. Voir quelqu'un me protéger sans hésitation a fait que quelque chose a changé dans ma poitrine. Ces personnes qui n'étaient pas liées à moi par le sang m'avaient montré plus d'amour en 2 ans que ma vraie famille ne l'avait fait de toute ma vie. La déclaration d'impact. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Il voulait que je fournisse une déclaration d'impact de la victime pour le procès de James. La femme au téléphone a expliqué ce que c'était et comment elle serait utilisée lors de la détermination de la peine. J'ai accepté immédiatement, mais j'ai ensuite passé les 3 jours suivants à fixer un document vierge sur mon ordinateur portable. Anna s'est proposée de m'aider à l'écrire et nous nous sommes rencontrés à son bureau le jeudi. Elle m'a posé des questions sur la façon dont l'agression et tout ce qui a suivi avaient affecté ma vie. J'ai commencé à parler et je n'ai pas pu m'arrêter. Je lui ai parlé du fait d'être sans abri, de perdre toute ma famille, de travailler 10 heures par jour dans un petit appartement, des cauchemars, des problèmes de confiance, de la façon dont je me recroqueville encore parfois quand les hommes se tiennent trop près. Elle écrivait pendant que je parlais, organisant mes mots en quelque chose de cohérent. À la fin de la séance, nous avions une déclaration de 3 pages qui capturait tout. La relire m'a fait pleurer, mais m'a aussi fait me sentir puissante. C'était ma vérité. Et James devrait l'entendre au tribunal. J'ai envoyé la déclaration à Philippe et j'ai reçu une réponse le jour même disant qu'elle était percutante et aiderait l'affaire. 2 jours plus tard, Anna a appelé, demandant si je serais à l'aise de rencontrer Amy et 2 autres victimes qui voulaient également faire des déclarations. Elle a expliqué qu'elles avaient peur, mais que voir mon courage leur faisait penser qu'elles pourraient le faire. J'ai dit oui immédiatement car savoir que je n'étais pas seule dans tout cela rendait tout moins lourd. Nous nous sommes réunis au centre de crise le samedi matin, toutes assises en cercle avec Anna. Amy était là avec une fille nommée Rebecca, que James a agressée en 2e année, et une autre femme nommée Michelle, qu'il a attaquée lors d'une fête il y a 3 ans. Nous avons partagé nos histoires, et je les ai regardées pleurer en parlant de se réveiller confuse ou de trouver des photos dont elles ne se souvenaient pas avoir prises. Rebecca a dit que James a drogué son verre lors d'un événement universitaire et qu'elle s'est réveillée dans son dortoir sans se souvenir comment elle y était arrivée. Michelle a dit qu'il s'était proposé de la raccompagner chez elle après une fête et qu'elle s'est évanouie à mi-chemin, se réveillant des heures plus tard dans un appartement étrange. Après que nous ayons toutes partagé, Amy a suggéré que nous créions un groupe de discussion pour nous soutenir mutuellement pendant le processus juridique. Nous avons échangé nos numéros et en quelques heures, le chat était actif avec des messages sur les dates d'audience et des recommandations de thérapie. Avoir 3 autres femmes qui comprenaient exactement ce que j'avais traversé m'a fait me sentir moins folle et moins seule. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS au groupe disant que j'avais peur de témoigner, et j'ai reçu 3 messages immédiatement avec des encouragements et des offres de pratiquer ensemble. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés 2 fois de plus pour revoir nos déclarations avec Anna et parler de ce à quoi le contre-interrogatoire pourrait ressembler. Le procès et la sentence. 2 mois après l'arrestation de James, je travaillais un quart de soir lorsque mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Le message disait que c'était Juliane et qu'elle regrettait de ne pas m'avoir cru plus tôt. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, essayant de décider si je devais répondre ou bloquer le numéro. Elle a envoyé un autre message disant qu'elle avait trouvé la collection de James sur son ordinateur portable après l'arrestation et que cela lui avait physiquement retourné l'estomac. Elle a dit qu'elle était maintenant en thérapie pour essayer de digérer à quel point elle était proche d'épouser quelqu'un comme ça. J'ai rangé mon téléphone et j'ai terminé mon quart, mais je n'arrêtais pas de penser à elle assise seule, essayant de gérer cela. Elle n'avait que 19 ans et avait été manipulée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai finalement répondu en disant que j'appréciais ses excuses et que je comprenais pourquoi elle ne m'avait pas cru au début. Elle a répondu immédiatement en demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café, car elle avait des questions sur la façon dont les prédateurs opèrent et comment elle a manqué les signes. J'y ai réfléchi pendant 2 jours avant d'accepter de la rencontrer dans un café du centre-ville lors de mon prochain jour de congé. Le café était bondé quand je suis arrivée et j'ai vu Juliane assise dans le coin, l'air nerveuse. Elle s'est levée quand elle m'a vue et j'ai remarqué qu'elle avait pleuré récemment car ses yeux étaient gonflés. Nous nous sommes assises et elle s'est immédiatement excusée à nouveau en disant qu'elle se sentait stupide d'avoir défendu James et de m'avoir attaquée en ligne. Je lui ai dit qu'elle n'était pas stupide,
que James était doué pour la manipulation et l'avait fait croire qu'elle le connaissait. Elle a commencé à pleurer et m'a parlé d'avoir trouvé des dossiers sur son ordinateur étiquetés avec des noms de filles et des dates remontant à des années. La police avait pris l'ordinateur portable comme preuve, mais elle en avait déjà vu assez pour savoir qu'ils faisaient cela depuis tout le temps qu'ils sortaient ensemble. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas de repenser à leur relation et de réaliser tous les signaux d'alarme qu'elle avait ignorés parce qu'elle pensait qu'il l'aimait. J'ai partagé ma propre expérience avec James et à quel point il semblait serviable et gentil juste avant de m'agresser. Nous avons parlé pendant 3 heures de la façon dont les prédateurs isolent les victimes et leur font douter de leur propre jugement. Elle m'a demandé comment je m'en sortais, et je lui ai parlé de la thérapie et du groupe de soutien avec Amy et les autres victimes. Son visage s'est illuminé lorsque j'ai mentionné le groupe, et elle a demandé si elle pouvait se joindre même si son agression n'avait pas eu lieu. J'ai envoyé un SMS à Anna sur le champ pour lui demander si Juliane pouvait venir à notre prochaine réunion, et Anna a immédiatement dit oui. Juliane a recommencé à pleurer, et m'a remercié de ne pas la haïr après la façon dont elle m'avait traitée. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle était aussi une victime, juste d'une manière différente, et que nous devions nous soutenir mutuellement au lieu de nous battre. 4 mois après l'arrestation de James, la date du procès est enfin arrivée. Les 5 d'entre nous qui avaient fait des déclarations se sont présentés au palais de justice le premier jour, portant des rubans violets assortis qu'Anna nous avait donnés. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, et voir James assis à la table de la défense en costume m'a retourné l'estomac. Il avait l'air si normal et soigné. Rien à voir avec le monstre que je savais qu'il était. La procureure était une femme d'une 40aine d'années nommée Madame Ruiz, qui nous a rencontrés avant le début du procès. Elle a expliqué le processus et nous a prévenu que l'avocat de James essaierait de discréditer nos histoires et de nous faire passer pour des menteuses. Les 3 premiers jours ont été consacrés à la sélection du jury et aux déclarations d'ouverture. Madame Ruiz a exposé les preuves, y compris les vidéos et le schéma de comportement s'étendant sur 5 ans. L'avocat de James a soutenu que les rencontres étaient consensuelles et que nous faisions toutes de fausses accusations pour attirer l'attention. Le voir assis là, l'air innocent, pendant que son avocat nous traitait de menteuses m'a donné envie de crier. Amy m'a serré la main pendant les déclarations d'ouverture et je lui ai rendu l'étreinte fermement. La semaine suivante, des témoins ont été appelés, y compris l'expert légiste qui a analysé les vidéos et confirmé qu'elles montraient des victimes inconscientes. Wallace a témoigné sur James se vantant de ses conquêtes et agissant de manière suspecte. Puis ce fut notre tour de témoigner. J'y suis allée la première et j'ai passé 2 heures à la barre à décrire ce qui s'était passé cette nuit-là et comment je m'étais réveillée sans aucun souvenir. L'avocat de James a tenté de faire croire que j'étais ivre et consentante, mais Madame Ruiz a soulevé une objection et la juge a confirmé. Amy a témoigné ensuite et a fondu en larmes en décrivant son agression. Rebecca et Michelle ont donné des récits similaires. La dernière victime était une fille nommée Sarah que James a agressée seulement 6 mois avant son arrestation. Voir James tenter d'avoir l'air compatissant pendant que nous témoignions m'a retourné l'estomac. Son avocat n'arrêtait pas de suggérer que nous mentions toutes pour de l'argent ou par vengeance. Mais le jury semblait dégoûté par ces tactiques. Le procès a duré 3 semaines au total avec des témoins experts et des témoignages de moralité. Le dernier jour, Madame Ruiz a prononcé une plaidoirie finale puissante sur les prédateurs utilisant la drogue et l'alcool pour agresser des femmes vulnérables. Le jury a délibéré pendant 2 jours avant de revenir avec un verdict. Nous nous tenions toute la main dans la salle d'audience lorsque la juge a demandé le verdict. Le porte-parole s'est levé et a dit « coupable de 8 chefs d'accusation d'agression sexuelle et d'enregistrement illégal ». Le visage de James est devenu blanc et son avocat a immédiatement commencé à parler d'appel. La juge a fixé la sentence à 2 semaines plus tard et nous avons quitté la salle d'audience ensemble. Le jour de la sentence est arrivé un froid matin de fin novembre. Nous portions toutes à nouveau les rubans violets et nous étions assises au premier rang derrière la table du procureur. La juge a demandé si quelqu'un voulait faire une déclaration d'impact de la victime avant la sentence. Les 5 d'entre nous qui avaient fait des déclarations se sont levés et ont lu nos déclarations à tour de rôle. J'étais la dernière, et ma voix a tremblé en lisant sur la perte de ma famille, le fait d'être sans abri et de passer 2 ans à penser que j'étais folle. Quand j'ai eu fini, la juge a hoché la tête et nous a remerciés pour notre courage. Elle a ensuite regardé James et a dit que ses actions montraient un schéma de comportement prédateur et un manque total de remords. Elle l'a condamné à 12 ans de prison avec inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels à vie. Ce n'était pas autant que ce que je voulais. J'avais espéré 20 ans au moins. Mais Madame Ruiz nous a dit plus tard que 12 ans était en fait plus que ce que la plupart des cas d'agression obtiennent. Amy m'a serré la main lorsque la sentence a été lue et nous avons toutes les 2 commencé à pleurer. Les autres victimes nous ont rejointes et nous nous sommes toutes serrées dans les bras dans la salle d'audience pendant que James était emmené menotté. Dehors, dans le couloir, nous avons pleuré ensemble pendant 20 minutes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement mélangées à de la colère pour le temps que cela a pris. Anna nous a toutes emmenées déjeuner ensuite et nous avons parlé de la suite. Le procès était terminé, mais la guérison commençait. Guérison et croissance.
3 jours après la sentence, Justin m'a laissé un message vocal. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai failli ne pas l'écouter. Le message commençait par le fait qu'il était heureux que j'ai obtenu justice et que ce qui était juste avait été fait. Puis il a dit qu'il espérait que nous pourrions aller de l'avant et peut-être parler de tout ce qui s'était passé. Sa voix semblait fausse et répétée, comme s'il lisait un script. J'ai supprimé le message à mi-chemin et j'ai bloqué son numéro. Amy m'a envoyé un SMS pour me demander si j'allais bien car elle savait que Justin avait essayé de me contacter. Je lui ai dit que j'en avais fini avec lui et que je ne ressentais rien d'autre que de la pitié pour l'air pathétique qu'il avait. Elle m'a envoyé un pouce levé et m'a dit « Bravo ». Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. Le procès était terminé. James était en prison et j'avais un système de soutien de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Justin, essayant de revenir dans ma vie, ne faisait que prouver qu'il n'avait jamais changé et ne le ferait jamais. J'ai pensé à répondre pour lui dire ce que je pensais, mais j'ai réalisé qu'il ne méritait plus mon énergie. Anna m'a donné le nom d'une thérapeute spécialisée dans les traumatismes liés aux agressions sexuelles. J'ai appelé et pris rendez-vous pour la semaine suivante. La thérapeute s'appelait Dre Rachel et son cabinet se trouvait dans un immeuble calme près du centre de crise. Notre première séance a consisté à parler de mes antécédents et de ce sur quoi je voulais travailler. Je lui ai parlé de l'agression et de la trahison familiale et du fait que j'avais encore des cauchemars la plupart des nuits. Elle a expliqué que la thérapie des traumatismes impliquerait de traiter les souvenirs de manière sûre et d'apprendre des stratégies d'adaptation. Les séances étaient plus difficiles que prévu car Dre Rachel me faisait parler de détails que j'avais essayé d'oublier. Certaines semaines, je sortais de son cabinet en me sentant épuisée et à vif, comme si quelqu'un m'avait gratté l'intérieur. D'autres semaines, je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé quelque chose de lourd que j'avais porté. Nous avons travaillé sur des techniques pour gérer les crises de panique et les pensées intrusives. Dre Rachel m'a enseigné des exercices d'ancrage lorsque je me sentais dépassée. Après 2 mois de séances hebdomadaires, j'ai remarqué que les cauchemars étaient moins fréquents. J'avais toujours de mauvaises journées où tout semblait trop difficile. Mais j'apprenais à y faire face au lieu de tomber en spirale. Le groupe de discussion avec les autres victimes a également aidé car elles comprenaient le type spécifique de traumatisme que nous partagions. Lentement, j'ai commencé à me sentir moins comme une victime piégée dans le passé et plus comme une survivante qui guérissait activement et allait de l'avant. 5 mois après la fin du procès, Violette est venue à mon appartement, l'air nerveuse. Elle s'est assise sur mon canapé et a dit que mon père l'avait contactée, me demandant si j'envisagerais de le rencontrer. J'ai senti ma poitrine se serrer et j'ai demandé ce qu'il voulait. Violette a dit qu'il l'avait appelé 3 fois la semaine dernière, disant qu'il réalisait à quel point la famille s'était trompée et qu'il voulait s'excuser. Elle a précisé qu'elle ne pensait pas que je lui devais quoi que ce soit, mais elle voulait transmettre le message. J'ai passé les 2 semaines suivantes à y penser constamment. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement, mais une autre partie voulait l'entendre admettre ce qu'ils avaient fait. J'en ai parlé en thérapie, et Dre Rachel a dit que je ne devais le rencontrer que si je me sentais émotionnellement prête et si j'avais des limites claires. Après 3 semaines, j'ai dit à Violette que j'accepterais une rencontre dans un café avec elle présente, et j'ai précisé que je ne promettais ni réconciliation ni pardon. Violette a appelé mon père et a organisé la rencontre pour le samedi suivant dans un café près de mon appartement. Le matin de la rencontre, j'ai failli annuler 2 fois. Violette est venue me chercher et nous sommes allés au café ensemble, elle me rappelant que je pouvais partir à tout moment. Mon père était déjà assis à une table à l'arrière lorsque nous sommes arrivés. Il s'est levé quand il m'a vu et j'ai pu voir qu'il avait beaucoup vieilli en 2 ans. Ses cheveux étaient plus gris et il avait de nouvelles rides autour des yeux. Nous nous sommes assises et il y a eu un silence gênant pendant 1 minute, avant qu'il ne commence à parler. Il a dit qu'il regrettait tout et qu'il savait que « je suis désolé » n'était pas suffisant. Puis il a commencé à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage pendant que j'étais assise, me sentant principalement engourdie. Il a dit qu'ils avaient tous su en 1 semaine que je disais la vérité, parce que Wallace le leur avait dit lors d'un dîner de famille. Ma mère avait convaincu tout le monde de maintenir le mensonge au lieu d'admettre qu'ils avaient commis une horrible erreur. Il a dit qu'ils étaient trop fiers et trop impliqués dans le récit qu'ils avaient créé. L'entendre le dire à voix haute ne m'a pas fait me sentir mieux comme je le pensais. Au lieu de cela, je me suis sentie en colère parce qu'il lui avait fallu 2 ans et un procès pénal pour enfin admettre la vérité. Il n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'il comprenait si je ne le pardonnais jamais. Violette était restée assise à côté de moi tout le temps, la main sur mon bras pour me soutenir. Lorsque mon père a finalement cessé de pleurer, j'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que je n'étais pas prête à le reprendre dans ma vie. J'ai dit que je ne le serais peut-être jamais et qu'il devait l'accepter. Il a hoché la tête et a dit qu'il comprenait qu'il avait détruit ma confiance et ne pouvait pas exiger que je la reconstruise selon son calendrier. Il a demandé s'il pouvait au moins savoir comment j'allais, et j'ai dit non. Ce train était parti quand il a choisi le mensonge de Justine plutôt que sa propre fille. Violette m'a serré le bras et je me suis levée pour partir. Mon père a commencé à dire autre chose, mais je l'ai coupé et j'ai dit que nous avions terminé. En sortant de ce café,
je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais passé 2 ans à me demander si ma famille admettrait un jour qu'elle s'était trompée. Et maintenant, j'avais ma réponse. Cela n'a rien changé ni réparé le mal, mais au moins, je connaissais la vérité. Regardez vers l'avenir. 6 mois après la fin du procès, Nadine m'a appelée dans son bureau au restaurant pendant le coup de feu du déjeuner. Elle a fermé la porte derrière moi et m'a fait signe de m'asseoir, ce qui m'a retourné l'estomac car je pensais que j'avais peut-être gâché quelque chose. Au lieu de cela, elle a sorti un dossier et l'a fait glisser sur son bureau vers moi. À l'intérieur se trouvait un contrat pour le poste de directrice à temps plein avec un salaire qui m'a fait écarquiller les yeux. Elle a dit que je l'avais mérité par mon travail acharné et en me présentant tous les jours même lorsque les choses étaient difficiles, et qu'elle me faisait confiance pour diriger l'endroit. J'ai fondu en larmes là, dans son bureau, car pour la première fois depuis des années, j'ai senti que quelqu'un croyait en moi en se basant sur ce que j'avais réellement fait, pas sur qui était ma famille ou ce qui m'était arrivé. L'augmentation signifiait que je pouvais enfin me permettre de prendre des cours universitaires en ligne, quelque chose que j'avais complètement abandonné après que ma famille m'ait jetée et que j'essayais juste de survivre. Nadine m'a serré dans ses bras et m'a dit d'aller me passer de l'eau sur le visage avant que le quart du soir ne commence. Et j'ai flotté le reste de cette journée, sentant que je construisais peut-être quelque chose de réel. Je me suis inscrite à des cours de justice pénale cet automne-là, car travailler avec Anna et voir le système juridique fonctionner pour une fois m'a donné envie d'aider d'autres survivantes à s'en sortir. Les cours étaient plus difficiles que prévu car je n'avais pas été à l'école depuis des années. Mais je veillais tard pour étudier après mes quarts, et j'ai lentement commencé à comprendre. Violet est venue un soir alors que je lisais sur les programmes de défense des victimes, et a dit que je serais un jour l'avocate des victimes la plus compatissante du monde. Et elle avait probablement raison. Je comprenais ce que l'on ressentait quand on n'était pas cru, quand tout le monde se retournait contre vous, quand on avait l'impression que le système était conçu pour protéger tout le monde, sauf la personne blessée. Prendre ces cours m'a donné l'impression de prendre toute cette douleur et de la transformer en quelque chose qui pourrait réellement aider les gens, au lieu de la porter simplement avec moi pour toujours. Notre groupe de soutien aux survivantes a continué de grandir au cours des mois suivants, jusqu'à ce que nous soyons 8 femmes à nous réunir 2 fois par mois au centre de crise. Amy et moi avons commencé à co-animer les réunions, car Anna a dit que nous avions un moyen de faire en sorte que les gens se sentent suffisamment en sécurité pour partager leurs histoires sans jugement. C'était puissant de s'asseoir dans ce cercle, d'écouter d'autres femmes parler de leurs expériences, et de réaliser que nous avions toutes des sentiments similaires de honte, de colère et de confusion, même si nos situations spécifiques étaient différentes. Nous partagions des ressources sur les thérapeutes et les avocats, parlions de stratégies d'adaptation qui fonctionnaient réellement, et existions simplement dans un espace où personne ne remettait en question si nous disions la vérité. Transformer mon traumatisme en quelque chose qui aidait les autres à se sentir moins seuls rendait tout le cauchemar un peu moins inutile. Comme si peut-être quelque chose de bien pouvait en sortir après tout. Juliane a commencé à venir à nos réunions environ 3 mois après la fin du procès, et elle est devenue proche de plusieurs d'entre nous assez rapidement. Elle traitait toujours à quel point elle était proche d'épouser quelqu'un qui l'aurait blessée à terme. Et être autour d'autres survivantes l'a aidée à comprendre que les prédateurs sont doués pour cacher ce qu'ils sont vraiment. Elle s'est inscrite à des cours d'autodéfense et a changé sa majeure pour la psychologie car elle voulait comprendre comment elle avait manqué tous les signes d'avertissement avec lui. L'avoir transformé sa peur en détermination a semblé la seule chose vraiment positive qui est ressortie de tout ce gâchis. Et j'étais heureuse qu'elle ait notre groupe pour la soutenir. 1 an après la mort de Nikki, Hank m'a envoyé des photos de son bébé, une fille qui était née 2 mois plus tôt. Il l'avait nommée d'après sa défunte épouse, ce que j'ai trouvé doux, même si penser à Nikki serrait toujours ma poitrine. Dans son message, il a dit qu'il racontait à sa fille des histoires sur sa tante, qui se concentraient sur les bons moments qu'ils avaient partagés ensemble. Mais qu'il s'assurerait qu'elle connaisse toute la vérité compliquée lorsqu'elle serait assez grande pour comprendre que les gens ne sont pas seulement une seule chose. Je lui ai répondu en le félicitant et en le remerciant d'être honnête sur qui Nikki était vraiment, le bien et le mal, car prétendre qu'elle était parfaite aurait été un autre mensonge. Regarder ces photos de bébé m'a fait penser à la façon dont la vie continue d'avancer, même après que des choses terribles se soient produites, et que de nouvelles personnes soient nées qui n'ont aucune idée de toute la douleur qui les a précédées. J'ai réalisé un matin que j'avais passé près de 2 semaines sans faire de cauchemar à propos de l'agression, ce qui était la plus longue période depuis que c'était arrivé. Quand j'avais des cauchemars, je pouvais maintenant utiliser les exercices de respiration et les techniques d'ancrage que ma thérapeute m'avait enseignées pour me calmer au lieu de tomber en spirale pendant des heures. La guérison n'était pas une ligne droite comme je l'avais espéré. J'avais toujours des jours où sortir du lit semblait impossible, et tout me rappelait ce qui s'était passé. Mais ces mauvais jours étaient de plus en plus espacés, séparés par de plus en plus de bons jours où je me sentais presque normale. Ma thérapeute n'arrêtait pas de me rappeler que le traumatisme vous change de façon permanente. Et guérir ne signifie pas revenir à qui vous étiez avant. Cela signifie apprendre à vivre pleinement en tant que personne que vous êtes maintenant. Violette a décidé que je devais recommencer à sortir avec quelqu'un,
et elle m'a arrangé un rendez-vous avec son cousin qui était en visite hors de l'État pendant une semaine. J'ai failli annuler 3 fois avant le rendez-vous réel car l'idée de m'asseoir en face de quelqu'un de nouveau et d'essayer d'agir normalement me donnait la nausée. Le rendez-vous lui-même était gênant mais pas terrible. Nous sommes allés voir un film, puis prendre un café après. Et il était assez gentil, bien qu'il n'y ait pas eu d'étincelle entre nous. Mais cela faisait du bien de me prouver que je pouvais m'asseoir en face d'un homme sans avoir une crise de panique. Que je pouvais faire la conversation et rire de blagues et être une personne normale lors d'un rendez-vous normal. Quand il m'a envoyé un SMS pour un deuxième rendez-vous, j'ai poliment refusé, mais j'étais contente que Violette m'ait encouragée à essayer. La lettre d'acceptation pour le programme de travail social est arrivée un mardi matin, avant mon quart de travail au restaurant. Je l'ai ouverte debout dans ma cuisine et j'ai dû la lire 3 fois avant de croire ce qu'elle disait. Bourse complète basée sur mon essai sur la survie à l'agression et à l'abandon familial. J'ai commencé à pleurer des larmes de joie pour la première fois depuis des années. De vraies larmes de bonheur au lieu de douleur, de colère ou de frustration. Ce soir-là, Nadine m'a organisé une fête surprise après la fermeture du restaurant, avec un gâteau sur lequel était écrit « Future travailleuse sociale », en glaçage violet, et tous les membres du groupe de soutien sont venus célébrer. Être dans cette pièce entourée de personnes qui se souciaient vraiment de moi et étaient fières de ce que j'avais accompli m'a fait réaliser que j'avais construit une vraie vie ici. Une que personne ne pouvait m'enlever. Ma mère a fait une dernière tentative pour se rapprocher par le biais d'une longue lettre que mon père a livrée au restaurant. Je l'ai emportée à la maison et l'ai lue ce soir-là, et chaque mot ne faisait que m'énerver davantage parce qu'elle passait 6 pages à trouver des excuses et à essayer d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait sans réellement prendre ses responsabilités. Elle disait qu'elle protégeait la réputation de la famille et que Justine avait semblé si certain que j'avais triché et qu'elle voulait juste maintenir la paix. Lire son essai de justification pour m'avoir giflé et chassé m'a fait bouillir le sang. Je lui ai écrit en retour exactement une phrase lui disant que j'avais avancé dans ma vie et qu'elle n'en faisait plus partie. Je l'ai posté le lendemain et je me suis sentie réellement libre pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Comme si j'avais finalement fermé une porte qui était restée ouverte pendant des années. 2 ans après que tout se soit effondré, je terminais ma licence tout en gérant le restaurant avec succès et en aidant à diriger un groupe de soutien de survivantes qui avait fini par inclure des dizaines de femmes au fil du temps. J'avais toujours des sentiments compliqués à propos de ma famille et de ce qu'ils m'avaient fait. Des moments où mon père me manquait ou où je me demandais à quoi les vacances auraient ressemblé si rien de tout cela ne s'était produit. Mais j'avais construit une famille choisie avec Violette. Nadine, Hope, Amy et toutes les autres survivantes qui comprenaient ce que j'avais traversé sans avoir besoin d'explications. Nous célébrions les victoires des autres et nous étions présentes pendant les moments difficiles. Et personne ne m'a jamais fait sentir que je devais pardonner à des gens qui ne le méritaient pas ou faire semblant d'avoir surmonté un traumatisme qui m'affectait encore tous les jours. Ma vie était complètement différente de ce que j'avais imaginé à 21 ans lorsque je planifiais un mariage. Mais elle était la mienne d'une manière que cette ancienne vie ne l'avait jamais vraiment été. Justice et limite. Je suis au restaurant lorsque mon téléphone vibre avec un message d'Amy qui dit simplement « Refusé » en majuscule. Suivi de 3 emojis de célébration. Mes mains tremblent alors que je lis son message suivant, expliquant que James a comparu devant la commission des libérations conditionnelles hier et qu'il a été rejeté catégoriquement, citant son manque total de remords sincères et la nature grave de ses crimes contre plusieurs femmes. Il ne sera pas éligible pour refaire une demande de libération conditionnelle avant au moins 3 années supplémentaires, ce qui signifie qu'il purgera au moins la moitié de sa peine avant de pouvoir même essayer. Je lui réponds immédiatement pour lui demander si nous pouvons organiser une réunion de groupe d'urgence ce soir pour célébrer. Et en 1 heure, tout le monde a confirmé qu'il pouvait se rendre à l'appartement de Violette. Nous commandons des pizzas et nous nous asseyons dans son salon. Nous nous passons le téléphone d'Amy pour lire la déclaration officielle de la commission des libérations conditionnelles. Et il y a quelque chose de puissant à voir notre traumatisme validé dans un langage juridique qui qualifie James de dangereux et d'impénitent. Hope lève sa canette de soda pour porter un toast à la justice qui fonctionne réellement pour une fois, et nous entrechoquons toutes nos boissons, sachant que pour au moins quelques années de plus, James est exactement là où il doit être et ne peut plus faire de mal à personne. La semaine suivante, je fais des courses lorsque je tourne dans l'allée des céréales et que je manque de percuter directement la mère de Justine, qui cherchait une boîte de cornflakes. Elle se fige lorsqu'elle me voit, la main toujours tendue vers l'étagère, et je vois qu'elle essaie de décider si elle doit faire semblant de ne pas m'avoir remarqué ou dire quelque chose. Elle choisit de parler. Sa voix douce est désolée alors qu'elle me dit qu'elle a voulu me contacter pendant des mois pour dire à quel point elle regrettait tout ce qui s'était passé. Je reste là, tenant mon panier d'une main, et la regarde sans aucune de la colère que je ressentais autrefois. Juste une sorte d'acceptation fatiguée que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je lui dis aussi poliment que possible que j'apprécie son désir de s'excuser, mais que ce bateau a mis les voiles il y a longtemps, et que j'ai besoin qu'elle respecte le fait que j'ai avancé dans ma vie sans elle ni son fils.
Son visage se plisse un peu, et elle a l'air de vouloir discuter ou expliquer. Mais au lieu de cela, elle hoche simplement la tête lentement et se tourne vers l'étagère de céréales. Je passe devant elle pour prendre ma propre boîte de granola et me dirige vers la caisse. Fière de moi pour avoir maintenu mes limites sans être cruelle, ni laissé l'ancienne douleur me faire la réprimander. Le nouveau départ de Juliane. 3 mois plus tard, Juliane m'appelle en ayant l'air plus heureuse que je ne l'ai entendue depuis des années. Parlant si vite que j'ai du mal à la comprendre au début. Elle a rencontré quelqu'un dans son groupe de thérapie il y a 6 mois, un homme qui a surmonté son propre traumatisme familial, et il comprend vraiment ce qu'elle a traversé avec James. Ils ont pris leur temps et ont été honnêtes. Et la nuit dernière, il l'a demandé en mariage de la manière la plus discrète possible, lui demandant simplement lors d'une promenade si elle voulait construire une vie ensemble. Elle appelle pour me demander si je viendrais au mariage en tant qu'invitée d'honneur. Pas comme demoiselle d'honneur car elle sait que cela pourrait être trop, mais quelqu'un d'important qu'elle veut, là pour témoigner de ce nouveau chapitre. Je suis sincèrement touchée qu'après tout, elle veuille partager ce moment avec moi, et je lui dis que ce serait un honneur d'y assister. Le mariage est petit et simple, organisé dans un jardin communautaire un samedi après-midi avec peut-être 40 personnes au total. La voir épouser quelqu'un qui la regarde avec un respect et une gentillesse sincère, qui connaît toute son histoire et l'aime quand même, donne l'impression de boucler la boucle qui a commencé avec tant de douleur et de manipulation. À la réception, Juliane me demande de porter un toast et je me lève devant les membres du groupe de survivantes qui sont venus la soutenir, et je parle des deuxièmes chances et de la famille choisie. Je fais court parce que je ne suis pas douée pour parler en public, mais je dis que parfois les pires choses qui nous arrivent nous mènent aux personnes qui nous aideront à guérir, et que la famille n'est pas toujours les gens avec qui vous êtes nés, mais les gens qui se présentent quand vous en avez le plus besoin. La moitié du groupe de survivantes est là pour célébrer avec nous. Des femmes qui comprennent ce que signifie reconstruire votre vie après que quelqu'un essaie de la détruire. Et il y a quelque chose de beau à voir Juliane recommencer avec quelqu'un qui la mérite vraiment. Tout cela fait que les 2 dernières années de travail acharné, de thérapie et de bataille juridique en valent la peine, sachant qu'au moins une bonne chose est ressortie de toute cette obscurité. L'avocate des victimes. 2 ans après avoir commencé ma licence, je marche sur une estrade dans une robe en polyester bon marché pour accepter mon baccalauréat en travail social. Nadine, Violette et Hope sont au 3e rang et applaudissent plus fort que quiconque, et je peux voir Amy et tout le groupe de survivantes dispersés dans le public tenant des pancartes qu'elles ont faites. Mon père m'a envoyé un SMS la semaine dernière me demandant s'il pouvait y assister. Et après en avoir parlé avec ma thérapeute, je lui ai dit qu'il pouvait regarder de l'arrière, mais que nous ne prendrions pas de photos de famille ensemble, ni ne ferions semblant que tout allait bien. Je le vois debout au dernier rang pendant la cérémonie. Et quand je passe après avoir reçu mon diplôme, il me fait un petit hochement de tête que je lui rends avant de passer. La fête qui suit au restaurant est exactement ce dont j'ai besoin. Entourée de personnes qui ont vraiment été là pour moi pendant les années difficiles, qui ne m'ont jamais demandé de pardonner à des gens qui ne le méritaient pas ou de faire semblant que mon traumatisme n'était pas réel. Le centre de crise m'appelle 3 semaines après l'obtention de mon diplôme pour m'offrir un poste d'avocate des victimes. Le même travail que fait Anna dont je rêve depuis que je l'ai rencontrée. Je commence le lundi suivant et je passe ma première semaine à suivre Anna pendant qu'elle rencontre des survivantes d'agression, les aide à déposer des rapports de police, explique leurs options légales dans un langage qui a du sens. Elle devient ma mentor dans cette nouvelle carrière, m'apprenant à équilibrer l'empathie avec les limites, à valider le traumatisme de quelqu'un sans le prendre comme le mien. Travailler avec des survivantes d'agression et les aider à naviguer dans le système juridique me donne l'impression d'être le travail le plus significatif que j'ai jamais fait. Comme si je prenais tout ce qui m'était arrivé de terrible et que je l'utilisais pour rendre le chemin de quelqu'un d'autre un peu moins brutal. Chaque fois que j'aide une femme à demander une ordonnance de restriction, ou que je la mets en contact avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes, ou que je m'assieds simplement avec elle pendant qu'elle pleure ce qui s'est passé, j'ai l'impression de devenir la personne dont j'avais besoin lorsque j'étais au plus bas. 3 ans après l'agression, je suis dans une relation saine avec quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie de Violette, quelqu'un qui connaît toute mon histoire et ne me fait jamais sentir brisée ou endommagée à cause de cela. Nous prenons notre temps car j'ai toujours des problèmes de confiance qui surgissent à des moments étranges. Des moments où je panique s'il me touche quand je ne m'y attends pas, ou où j'ai besoin d'espace après avoir été ensemble trop longtemps. Il est patient avec tout. Il ne me pousse jamais à avancer plus vite que je ne suis prête. Et la thérapie m'a appris que guérir ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou faire semblant de l'avoir complètement surmonté. Guérir signifie apprendre à vivre pleinement malgré le traumatisme. Construire une vie où l'agression fait partie de mon histoire, mais ne définit pas toute mon existence. Certains jours sont encore difficiles, et je fais toujours des cauchemars parfois, mais ils sont moins fréquents, et j'ai maintenant des outils pour me calmer au lieu de tomber en spirale. L'héritage Amy et moi passons 6 mois à écrire un article sur notre expérience pour un magazine national axé sur les survivantes d'agression et le système juridique. Nous passons par des dizaines de brouillons, essayant de trouver le juste équilibre entre être honnête sur le traumatisme et ne pas le rendre si graphique que les lecteurs ne pourraient pas le supporter, entre protéger notre vie privée
et être suffisamment vulnérable pour que d'autres survivantes se connectent à notre histoire. Lorsque l'article est finalement publié, la réponse est submergente de la meilleure façon, avec des dizaines de femmes qui nous contactent par l'intermédiaire du magazine pour dire que notre histoire leur a donné le courage de signaler leurs propres agressions ou de quitter des situations abusives. Savoir qu'en partageant le pire qui nous soit arrivé, nous avons aidé d'autres personnes à se sentir moins seules rend la vulnérabilité de tout exposé digne d'être vécue. Comme si nous avions pris quelque chose de terrible et l'avions transformé en quelque chose qui pourrait réellement sauver quelqu'un d'autre. J'achète ma première maison 18 mois après avoir commencé mon travail d'avocate, utilisant l'argent que j'ai économisé du restaurant, combiné à mon nouveau salaire pour verser un acompte sur une petite maison à 2 chambres avec un jardin. Violette m'aide à peindre chaque pièce dans des couleurs vives qui me rendent heureuse. Des jaunes et des bleus et un mur d'accent en violet profond qui me rappellent le groupe de soutien et tout ce que nous avons construit ensemble. Avoir un espace qui est entièrement le mien, dont personne ne peut me chasser ou m'enlever, est la récupération ultime de mon indépendance après avoir passé ces premiers mois à dormir sur des canapés d'amis et dans ce petit appartement au-dessus du restaurant. J'accroche des photos de ma famille choisies sur chaque mur, des photos du mariage de Juliane et de ma remise de diplôme, et des soirées aléatoires au restaurant. Une preuve visuelle que j'ai construit quelque chose de réel et de bon à partir des cendres de mon ancienne vie. En repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise que je suis sincèrement heureuse maintenant d'une manière que je ne l'ai jamais été avant la trahison. Quand je planifiais un mariage avec quelqu'un qui ne m'aimait pas vraiment et que j'essayais de plaire à une famille qui m'abandonnerait dès que cela les arrangerait. J'ai un travail significatif aidant les survivantes à naviguer dans le traumatisme, des amitiés authentiques construites sur l'honnêteté au lieu de l'obligation, des limites saines avec des membres de la famille toxiques qui ne font plus partie de ma vie, et un sens du but qui est venu de transformer mon traumatisme en plaidoyer qui pourrait réellement aider d'autres personnes. Le chemin jusqu'ici a été brutal et a impliqué de perdre tout ce qui comptait pour moi, de voir ma sœur détruire ma vie par jalousie et de savoir que ma famille a choisi de maintenir un mensonge plutôt que d'admettre qu'elle s'était trompée. Je ne souhaiterais rien de tout cela à personne, mais je suis fière de la personne forte et compatissante que je suis devenue en y survivant. Fière de la vie que j'ai construite selon mes propres termes avec des personnes qui méritent vraiment d'en faire partie. Je suis enthousiaste pour l'avenir d'une manière que je ne l'étais jamais à 21 ans et fiancée. Parce que maintenant je sais exactement qui je suis et de quoi je suis capable de survivre.